Bonjour à tous, je suis Grégory Dubois, je suis psychologue de formation et je suis responsable de l'Observatoire départemental de la protection de l'enfance dans le département du Nord. Alors, premièrement, comment les enfants ont vécu le placement? C'est très difficile de répondre à cette question de manière très précise et de manière univoque parce que il y a des tendances qui se dégagent, mais il ne faudrait pas en tirer des leçons abusives ou des conclusions trop rapides. Ce qui apparaît en premier lieu, c'est que bon nombre de professionnels disent s'inquiéter des violences que les enfants ont pu vivre et d'une recrudescence des diverses maltraitances à leur égard. Ces éléments sont retrouvés notamment par le centre hospitalier de Dijon, une étude qui a été menée conjointement avec Paris-Saclay, mais on n'a pas retrouvé, nous, ces mêmes conclusions dans les retours du centre hospitalier de Lille. Les professionnels sont inquiets des violences intrafamiliales, mais ils ne le sont pas de la même manière selon le lieu où ils travaillent. Les plus inquiets sont ceux qui accompagnaient les enfants qui restaient à leur domicile dans le cadre d'une mesure éducative à domicile. Il y a beaucoup moins d'inquiétude de la part des assistants familiaux ou des services qui s'occupent d'enfants qui sont confiés aux familles d'accueil. La raison qui semble se dégager, c'est que les familles ont été soumises, comme toutes les familles de la population générale d'ailleurs, à un stress important, particulièrement durant ce premier confinement. D'une part, parce qu'il a fallu gérer le travail et les enfants à la maison, assurer l'éducation au domicile avec l'école numérique, ce qui a été compliqué pour bon nombre de familles, et aussi le stress dû au Covid, l'exiguïté de certains logements. Tout ça, dans une certaine mesure, a pu concourir à une augmentation des violences intrafamiliales pour 30% des professionnels de la protection de l'enfance interrogés. Ce qu'on observe aussi, c'est que l'inquiétude n'est pas la même selon que les familles soient plutôt urbaines ou plutôt rurales. Ça, c'était une donnée assez intéressante du retour d'expérience. C'est que l'inquiétude était accrue pour les familles urbaines. Ces familles qui étaient accompagnées par les services de l'action sociale ont eu à gérer, vous parlez de l'école à domicile, mais avec parfois un nombre d'écrans réduit et insuffisant pour les enfants vivant au domicile. Souvent, les logements étaient aussi plus restreints. On voit que l'inquiétude la plus massive se dégage pour les secteurs de Roubaix et Tourcoing, beaucoup plus que les Flandres intérieures ou la Flandre maritime, où on peut supposer que les logements ont un peu plus d'espace et bénéficient d'un jardin. Et puis aussi, ces familles qui étaient accompagnées ont, pendant une période assez variable, parce que les services sociaux ont essayé d'être très réactifs, mais n'ont pas pu être aidés pendant les premières semaines, celles où le confinement était vraiment massif. Et il a été compliqué pour les travailleurs sociaux d'y accéder et d'aller rencontrer les enfants, surtout quand les enfants étaient jeunes. Ce qu'on a aussi entendu, c'est que le lien numérique téléphonique ou par visio qui s'est mis en place assez rapidement n'était pas toujours satisfaisant, surtout quand les enfants étaient jeunes. La PMI, par exemple, a pu nous dire qu'aller vérifier qu'un tout jeune enfant était en bonne santé nécessitait un déplacement et ne pouvait se faire par téléphone ni par visio. Le deuxième point abordé serait les troubles observés et qui ont été donc indirectement retransmis par les psychologues de l'aide sociale à l'enfance et par les professionnels s'occupant des enfants. En fait, ils sont principalement de trois natures, apparaissant en tout cas dans le péri-immédiat, c'est-à-dire qu'on parle de troubles qui se sont manifestés soit au moment du confinement, soit peu après. Dans le péri-immédiat, ce qu'on relève, c'est l'apparition ou l'accroissement des troubles du comportement, mais il faut le dire d'une manière très restreinte, très contenue. Les troubles du comportement concernaient une augmentation de l'agressivité, une augmentation de l'agitation, plus particulièrement pour les adolescents, mais essentiellement en fin de confinement, au moment où les mesures restrictives de déplacement commençaient à se lever et où les adolescents, après plusieurs semaines d'isolement, avaient très envie de retrouver le lien social qui était le leur. Mais ils se sont confrontés à l'inquiétude soit des professionnels d'établissement, soit des familles d'accueil qui les accueillaient, qui n'ont pas voulu immédiatement lever ces mesures de sécurité par inquiétude d'être contaminés par le virus. Et ça a induit des tensions parfois assez vives, relativement restreintes en termes de nombre, mais à certains moments ça a été compliqué à gérer, entre les adolescents et les adultes qui les accueillaient.
L'autre grande difficulté pointée a été la surutilisation des outils numériques. Alors je reparlerai des outils numériques en fin d'intervention. Ces outils numériques ont été utilisés par énormément de familles, que ce soit en protection de l'enfance comme dans la population générale. Les enfants ont été occupés avec des temps d'écran, de jeux vidéo ou de films ou de séries. Et ça a pris une proportion parfois un peu inquiétante pour les professionnels de l'action sociale et en particulier pour les familles d'accueil qui ont parlé à certains moments d'addiction, de dépendance vis-à-vis de ces outils numériques, en particulier pour les jeunes adolescents du début de l'âge ado jusqu'à la fin de l'adolescence. Une surutilisation des outils numériques qui a pu induire un certain nombre de tensions. Et enfin, des troubles anxieux, donc dans l'immédiat mais aussi dans le périmmédiat, des troubles anxieux qui sont vraisemblablement similaires à ceux rencontrés en population générale et qui sont de deux natures, soit des troubles phobiques, phobie d'attraper le virus, peur d'attraper le virus, ou aussi des phobies sociales ou des phobies scolaires qui, à la faveur d'un isolement de plusieurs semaines, se sont installées et qui se sont révélées une fois que l'école a pu reprendre à partir de juin 2020. Donc des troubles phobiques d'un côté et des troubles anxieux sous une forme plutôt obsessionnelle compulsive de l'autre. On a eu, encore une fois, les chiffres sont faibles pour parler de tendances générales, mais on a eu quelques retours sur des lavages de mains compulsifs 15 ou 20 fois par jour de la part d'enfants qui étaient très inquiets, en particulier d'ailleurs ceux qui ont regardé beaucoup de fois les actualités, les journaux télévisés, qui avaient beaucoup de mal à faire la part des choses et à jauger pertinemment la dangerosité du virus. Pour conclure sur les capitalisations et les expériences que l'on peut tirer de cette enquête de 2020. Je propose de nous attarder sur deux points qui nous intéressent aujourd'hui, qui sont plus pertinents à aborder aujourd'hui. Le premier, c'est il semble réellement urgent d'entamer une réflexion approfondie sur l'utilisation des nouveaux outils numériques en protection de l'enfance. On s'est aperçu que face à l'impossibilité d'aller vers les familles et d'aller vers les enfants, que l'utilisation du téléphone portable, du mail, du contact via les réseaux sociaux, des pratiques qui étaient déjà utilisées en protection de l'enfance mais faiblement, ont été réellement utiles, en particulier pour les adolescents. Le portage numérique, le monitoring familial, différents noms ont pu être entendus sur ces pratiques, ont vraiment été bénéfiques pour créer une relation de confiance, installer progressivement une relation avec des adolescents qui étaient initialement plutôt réfractaires à l'entretien duel, au fait de venir dans un bureau, au fait de participer à des synthèses ou même à la rédaction de leurs projets personnalisés, et les appeler simplement pour prendre leurs nouvelles. Des ados ont pu nous dire qu'il était agréable pour eux d'être appelés sans qu'on ait quelque chose à leur demander. Simplement prendre des nouvelles sur quelques minutes, régulièrement, 2 fois par semaine, eh bien, a eu pour effet de favoriser l'installation d'une relation de confiance pour après aller plus loin, soit dans un processus thérapeutique avec les psychologues, soit dans une relation éducative avec les éducateurs spécialisés. Donc ça serait vraiment une pratique à pérenniser, sur laquelle il faut probablement réfléchir, parce que quand appeler, avec quels moyens, que dire, ça mérite une réflexion institutionnelle, mais vraiment des points très intéressants à tirer de cette utilisation, particulièrement du téléphone d'ailleurs tout simplement. Ce qui a aussi été intéressant de l'utilisation des outils numériques, c'est qu'ils ont parfois servi à être en lien, à maintenir en lien les enfants et leurs familles, en particulier quand ils étaient confiés à des assistants familiaux et qu'ils ne pouvaient pas rentrer en droit de visite et d'hébergement classiquement. Pour certains enfants, la visio a permis d'être en relation avec leurs parents tout en étant protégés de certains aspects toxiques de la relation. L'écran a pu faire fonction de par-excitation. On a vu des familles qui se préparaient aux visites, qui étaient sur un temps de visite qui était juste celui suffisant, de quelques dizaines de minutes. Le temps était très variable, mais qui était suffisant.
Des enfants qui, avec certains de leurs parents, étaient mal lors des visites médiatisées, mais qui étaient beaucoup plus sereins au moment de ces visites par visio, parce qu'ils étaient chez leurs assistants familiaux en relation avec leurs parents, et qui pouvaient avoir le bon de la relation sans les parties désorganisantes et confusionnantes de la relation avec certains parents. C'est un sujet sensible qui mérite d'être particularisé évidemment, mais les résultats sont trop massifs pour qu'on puisse se permettre de les ignorer. Le lien direct qu'on peut faire sur la deuxième capitalisation et sur l'engagement réflexif serait de questionner les visites médiatisées imposées aux enfants. Donc là, on franchit un cap par rapport à ce que je disais juste auparavant, mais c'est que certains enfants privés de leur visite médiatisée et avec en plus l'opportunité, due à la crise sanitaire, de ne pas en être responsable. C'est-à-dire que le fait de ne pas aller en visite médiatisée, ce n'était pas parce qu'ils le demandaient, c'est parce que ça leur était imposé. Donc ça leur permettait de déculpabiliser, de ne pas être à l'origine du refus de la visite. Eh bien, pour une petite partie des enfants, il faut bien préciser qu'il s'agit d'une petite partie, mais pour une petite partie des enfants, ça a vraiment contribué à un apaisement, voire une diminution de symptômes qui étaient chroniques, y compris chez des tout jeunes enfants. On nous a parlé de bébés qui ne dormaient pas depuis des mois et qui redormaient, de troubles alimentaires qui s'estompaient. Et donc on peut supposer que pour une petite partie de ces enfants, les visites médiatisées imposées étaient réellement désorganisantes. Thank you.